Bonjour les gars et les filles du foyer 202 qui sont devant moi. Bonjour les gars et les filles qui écouteront la vidéo. Alors que nous sommes de retour en classe après 2 semaines de colle à distance, d'accord, par l'ordinateur. Et voilà, le thème d'aujourd'hui est Révolution industrielle, deuxième chapitre, aliénation. Alors que tout de suite, nous allons expliquer ce terme-là, aliénation. Aliénation, c'est un terme qui existe dans le vocabulaire du français depuis longtemps, mais au XIXe siècle, ce terme-là prend une nouvelle signification. D'accord? C'est synonyme de frustration, c'est synonyme d'incapacité de pouvoir s'épanouir, d'accord? D'être comme soumis à un travail qui rend triste finalement, d'accord? Celui qui a utilisé ce terme, aliénation, c'est un grand philosophe, inspirateur politique du XIXe siècle, qui a vécu vraiment le moment le plus fort de la révolution industrielle, qui s'appelle Karl Marx, d'accord, inspirateur du marxisme et du type de socialisme qui s'appelle le communisme, dont on parlera. Bien, Karl Marx observe que la révolution industrielle a généré une vie difficile pour les travailleurs, d'accord, dont on parlera. Cette condition subie par les ouvriers, il appelle l'aliénation. Alors que premier mot-clé de l'artisanat, d'accord, donc la révolution industrielle a changé le travail de l'artisanat à la production mécanique. Avant la révolution industrielle, la plupart du travail pour la production des objets dont nous avons besoin dans notre vie était un travail manuel. Bien sûr, l'artisan avait des outils, mais c'était vraiment l'œuvre de ses mains qui était l'élément le plus important. Le travail artisanal, ça se faisait normalement dans un atelier. Il y avait des ateliers où l'artisan travaillait tout seul, d'autres ateliers plus grands, où il y avait le maître, les apprentis, les employés. Des grands ateliers pouvaient arriver jusqu'à une vingtaine de personnes, d'accord, mais c'était toujours un petit nombre. Or que le travail artisanal avait comme objectif la bonne qualité. La bonne qualité d'un produit, imaginons un menuisier qui fait une armoire, qui fait une table, qui fait une chaise. La bonne qualité du produit est vraiment reliée à la personne qui l'a faite. D'accord? L'artisan vise à la satisfaction du client et l'artisan met toujours sa créativité. Une table, c'est une table, mais les tables sont pareilles, mais elles ne sont pas égales. Chaque artisan est capable de faire la table à sa manière, de se faire apprécier par son travail. Une chaise est toujours une chaise, mais il n'y a pas une chaise égale à l'autre. Ok, évidemment, le travail artisanal demandait beaucoup de travail, beaucoup de temps de travail. Et donc, la production des biens était limitée et donc les produits étaient plus chers. D'accord? Encore aujourd'hui, il y a des artisans. Il y a par exemple des foires où les artisans, certains artisans mettent leurs produits. Personnellement, je connais très bien une artisane qui fait des chandails par le tricotage, des tuques. Elle y met énormément de travail pour le faire, mais quand elle vend un tuque, quand elle vend un artisan et le client manifeste sa satisfaction, son appréciation, elle est très contente. Comprenez-vous? Elle n'y gagne pas beaucoup d'argent. Elle le fait vraiment, son salaire le plus important, c'est vraiment, c'est pas l'argent qu'elle gagne, qui n'est pas beaucoup pour le travail qu'elle y met, mais c'est vraiment l'appréciation des clients. D'accord?
Or, tout ceci avec l'industrialisation change radicalement, avec ses aspects positifs et négatifs. Deuxième mot-clé, à l'industrie. Donc, la production artisanale devient une production industrielle. Ce sont les machines qui font la plupart du travail. Des machines de plus en plus productives, car les gains, on les fait sur la quantité de produits qu'on arrive à mettre sur le marché. Évidemment, l'industrie a besoin d'une énergie. Les machines, pour bouger, ont besoin d'une énergie. Les premières usines, celles qui faisaient le tissage, le filage, utilisaient l'énergie hydraulique, c'est-à-dire qu'elles étaient à côté des fleuves et des rivières et ils avaient le mouvement grâce au courant d'eau. Le même système, quelle machine déjà au Moyen-Âge utilisait cette source d'énergie? Ça va? Les moulins, d'accord? Donc, si vous voulez, la plus ancienne des machines, c'était les moulins. Mais maintenant, on applique ce principe à tout type de production. Plus tard, on utilisera la machine à vapeur à partir du XVIIIe siècle, d'accord? Et la machine à vapeur sera alimentée, aura comme carburant le charbon. Donc aujourd'hui, nous savons qu'un problème de l'industrie, c'est la pollution, mais la première industrie qui utilisait la machine à vapeur et comme carburant le charbon, nous savons qu'il était très polluant. Ce n'est pas une pollution qui avait des effets au niveau planétaire, mais les villes, les villages industriels, toutes les maisons, tous les murs, toute surface devenait noire à cause de la fumée du charbon qui noircissait tout. Et puis la qualité de l'air était épouvantable, évidemment, pour ça. Mais au XVIIIe siècle arrive une nouvelle source d'énergie, beaucoup plus pratique, beaucoup plus propre aussi. Laquelle? Quelle est la grande invention énergie inventée? Oui, Sacha, l'électricité. Donc, la machine à vapeur qui a joué un rôle de protagoniste dans la première révolution industrielle, au milieu du XVIIIe siècle, devient désuète. D'accord? On ne l'utilise plus. Pourquoi? C'est beaucoup plus pratique d'utiliser l'énergie électrique. D'accord? Or que l'industrie doit rationaliser le travail. D'accord? Faire en sorte de produire le plus au moindre coût. Donc, il faut bien l'organiser. Et les usines sont grandes, avec beaucoup d'employés, mais ces employés-là, qu'on appellera les ouvriers, nouvelle classe sociale qui naît, ne font qu'un nombre limité d'opérations. Les menuisiers, lui, la table, il faisait tout. Il choisissait le bois, il coupait les lois, et le bois, et puis assembler les pièces. Maintenant, l'ouvrier, lui, il ne répète que le même geste tout le temps. Il doit adapter son travail à la machine. Et donc, l'ouvrier devient victime de la répétition des gestes. Il répète toujours. Sa créativité est complètement annulée. Il n'y a plus de place pour la créativité. D'accord? Et ceux-ci sont unis avec le problème d'un bas salaire, sont unis au problème de la pollution, sont unis au problème du bruit, du risque de tomber malade. Tout ceci est ce qu'on appelle l'aliénation. Cette condition frustrante que l'ouvrier doit subir dans les industries du XIXe siècle. Peut-être que M. Labarre vous a montré le film de Charlie Chaplin, Le temps moderne. Bon, ce film-là décrit vraiment ce qui est l'aliénation de l'ouvrier. C'est un film du XXe siècle, mais ça l'explique vraiment. D'accord? Là, vous avez une idée plus claire de ce que je vous dis. Et d'autres effets, conséquences, effets de la révolution industrielle, c'est la réduction de la qualité. Aujourd'hui, les entreprises essaient de donner des produits de qualité, mais qui durent peu de temps.
Mais dans la première révolution industrielle, les objets produits par l'industrie étaient d'une piètre qualité. Mais les avantages sont la réduction des coûts. D'accord, acheter un tissu fait par les machines, c'était beaucoup moins cher qu'un tissu fait à la main. Et le développement du commerce. L'économie monte parce qu'on vend plus, l'argent circule plus. D'accord, et les gens s'enrichissent généralement. Voilà donc un peu toutes les facettes de ce qui a été l'industrialisation, avec ses effets positifs, mais avec aussi ses conséquences négatives. Question jusqu'ici. Elisa. Donc, les conséquences, c'est la réduction de la qualité. Réduction de la qualité et surtout ce que nous avons appelé l'aliénation. Des conditions ouvrières difficiles. Rafiou. Est-ce que Karl Marx, il était un philosophe? Oui, un philosophe qui a inspiré beaucoup de politiques, oui. On en reparlera de Karl Marx. On donnera des petites définitions de sa pensée. 202. Numéro 5. Yasmine, c'est tout? Oui. Okay. Alors que les conséquences, en plus de ce qu'on vient de nommer, d'autres conséquences sont l'urbanisation, c'est-à-dire la croissance des villes. C'est au XIXe siècle qu'il y aura la première ville d'1 million d'habitants, après Rome de l'Antiquité. Et ça sera laquelle? Essayez de deviner. Oui, Londres. Il va y avoir des nouvelles usines et des villages près de ces usines-là et près des mines, près des centres de communication. L'impact le plus important, c'est sur les conditions de salaire. C'est vrai que les ouvriers ont un salaire un peu plus haut que celui-là des paysans. Mais ils payent ce surplus avec un travail dans un milieu malsain. Les ouvriers sont exposés à beaucoup de dangers. D'accord, que des gens qui répètent toute la journée le même geste. Il suffit une distraction pour qu'une main ou un pied rentre dans les engrenages et donc être victime d'un accident de travail. Et des horaires très durs. Ils travaillaient jusqu'à 15, 14, 15 heures par jour, 6 jours par semaine, imaginez-vous. La répétition, comme nous avons dit, l'annulation de la créativité. En plus de tout ceci, l'ouvrier était toujours exposé au risque de la misère, de tomber en misère. Pourquoi? Parce qu'il pouvait perdre n'importe quand son emploi. Supposons que les situations économiques changent, ce qu'il produisait n'arrive plus à vendre. Ou supposons qu'il arrive une nouvelle machine qui fait son travail. Donc, l'ouvrier est toujours exposé au risque du chômage, de la maladie. Il n'y avait pas de système pour assurer un salaire à ceux qui tombent malades. Et de plus, le risque de l'accident. D'accord, que si tu perdais une main, tu ne perdais pas seulement ta main, mais tu perdais aussi ta capacité de travail et donc ton revenu. Et ça signifiait la misère pour l'ouvrier et pour toute sa famille. Des questions jusqu'ici? Alors que maintenant, on va parler du libéralisme. Je vais modifier ce mot-clé, on va appeler le libéralisme économique. D'accord? Parce qu'il y a aussi un libéralisme politique, il y a plusieurs formes de libéralisme, non? Donc,
le libéralisme économique, si vous vous en souvenez, on l'avait cité dans la liste des facteurs qui ont déclenché la révolution industrielle. Et vous vous souvenez, au dernier cours, on avait dit que il y avait comme une idéologie, une mentalité qui poussait les gens à investir leurs capitaux. D'accord? À prendre l'idée de prendre du risque pour avoir des revenus d'investissement. Alors, avant de le définir, on va dire que l'origine du libéralisme économique est attribuée à un professeur de philosophie morale qui s'appelle Adam Smith, qui a vécu en Angleterre entre 1723 et 1790, donc au milieu de la révolution industrielle. Adam Smith. Ok, on essaie de définir un peu son idée principale. Il dit que dans l'économie, il y a comme une sorte d'équilibre naturel, d'accord, qui fait tourner l'économie. Et son idée principale est celle-ci. Ok, je vous la dicte, celle-ci, mot par mot. C'est lui qui cherche à satisfaire ses intérêts, réalise le bien collectif. Je répète, écrivez là, mot par mot. C'est lui qui cherche à satisfaire ses intérêts, réalise le bien collectif. Alors que l'idée est celle-ci. Nous avons tous un intérêt. Tous. Moi, je l'ai, cet intérêt-là. Je pense que la plupart des gens, on veut avoir de l'argent. D'accord? Ce n'est pas le but de ma vie, mais je travaille pour avoir de l'argent. D'accord? J'ai besoin des argent. Et je suis content quand on nous augmente les salaires, quand je n'ai plus d'argent. Je suis triste quand je dois dépenser beaucoup d'argent. D'accord? Donc, il dit c'est une condition naturelle, d'accord, que l'être humain veut avoir plus d'argent, veut avoir une rémunération pour son travail. D'accord? Ceci est son propre intérêt. Mais comment on peut réaliser son propre intérêt? Il donne l'exemple du boulanger. Le boulanger, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du pain et il le vend. D'accord? Quand il fait du pain et le vend, il ne le fait pas parce qu'il est quelqu'un de particulièrement généreux, ou c'est quelqu'un qui est en train de faire un acte de charité pour nourrir les gens. Il fait du pain, il se lève tôt le matin, il fait la masse, il le laisse fermenter, il va le mettre dans le four, d'accord, et puis le distribue, le met en vente, parce qu'il veut avoir de l'argent. Il fait du pain parce que c'est son intérêt de le vendre, d'avoir de l'argent. D'accord? Donc, il fait son intérêt. Mais attention, au même temps, il fait le bien collectif. Pourquoi? Parce que le pain qu'il a fait, il est à la disposition de tous ses clients. Il n'est pas gratuit, mais ses clients peuvent acheter du pain. Ils peuvent se nourrir avec ce pain-là. D'accord? Que autres ne seraient pas capables de faire, ou qui n'ont pas le temps de faire. Comprenez-vous? Donc, à la base de l'idée de Adam Smith, il y a cette idée. Les gens qui essaient de faire leur propre intérêt pour avoir de l'argent, ils stimulent leur créativité. C'est-à-dire qu'ils font des choses et ils inventent de plus en plus de choses pour faire un produit, un service qui leur donnera de l'argent. Et donc, cet intérêt-là est quelque chose de bon. Parce que si tu veux réaliser ton intérêt, tu es en train de faire quelque chose d'utile pour les autres, pour la communauté, pour le bien collectif.
Comprenez-vous cette idée de base? D'accord? Alors qu'il dit que ceci est le moteur de toute l'économie. Le moteur de l'économie. Et si tu laisses les gens libres de réaliser leur intérêt, l'économie va de plus en plus se développer. Pourquoi? Parce que les gens vont travailler plus, vont inventer des systèmes pour produire plus, vont faire tout le possible pour vendre. Et au moment qu'on produit, qu'on vend, on est en train de s'enrichir tous parce qu'on crée des biens, des services qui sont à la disposition de tout le monde. D'accord? Donc, pourquoi libéralisme? Pourquoi libéralisme? Libéralisme parce qu'il dit qu'il faut laisser libre l'économie. Il ne faut pas imposer des prix. Il ne faut pas faire en sorte que les gens soient obligés à faire ce qu'on leur demande. Mais on doit laisser les gens libres de cette créativité économique qui est suscitée par son propre intérêt. D'accord? Surtout, il faut laisser libre le marché. Il dit une autre chose que je vais vous expliquer, peut-être vous connaissez déjà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Non? Vous savez, si un bien est plus abondant, on prend le pétrole par exemple, d'accord, que là l'effet de l'offre et de la demande, supposons qu'il y a une guerre dans un pays producteur, en Libye par exemple, comme ça a été le cas récemment. Dans la guerre, ils vont détruire des puits de pétrole, il y a moins de pétrole sur le marché international. Qu'est-ce qu'il va faire le prix? Monte. Si l'offre diminue, le prix monte. Maintenant, la Libye a résolu ce problème. Ils ont réouvert les puits qu'ils avaient détruits pendant la guerre. C'était une nouvelle d'hier, par exemple. Beaucoup plus de pétrole sur le marché. Qu'est-ce qui va faire le prix du pétrole? Descend. Et vous allez voir que dans quelques jours, le prix de l'essence va descendre. Pourquoi? Parce que la Libye a réouvert sa vente de pétrole. Vous allez voir. D'accord? Alors il dit, si à travers l'industrialisation, on va produire plus de biens, des chemises, des souliers, des chandails, des chapeaux, des tables, d'armoires, des chaises, d'accord? Tous ces produits-là, leur prix va augmenter ou va diminuer? Si on en produit de plus en plus. Diminuer. D'accord? Alors qu'il dit, voilà pourquoi il a stimulé l'industrialisation, cette idée-là. Parce que les gens disent, c'est juste, c'est correct que j'aille me faire plus d'argent, donc je vais faire une industrie, je vais produire à moins de coûts, et je vais me faire de l'argent. Mais en même temps, il va avoir, tout le monde va s'enrichir parce qu'il va avoir beaucoup plus de biens à des prix de plus en plus bas. D'accord? Ceci est le libéralisme économique. Il va dire que tout ceci va déterminer l'augmentation de la production, la diminution des prix, et il avait prévu aussi l'augmentation des salaires. D'accord? Donc, pour faire une synthèse, Adam Smith dit il faut laisser le marché libre, car cet équilibre naturel, car l'intérêt des gens fera en sorte qu'on s'enrichisse tous. Il ne faut pas que l'État gère l'économie. L'État s'occupe seulement de ce vraiment qui est commun, les routes, les systèmes de communication, enlever la neige, etc. D'accord? Mais le reste, il faut laisser à la libre initiative des gens. Ceci est le libéralisme économique. Question là-dessus? Cécilia. On a dit que l'augmentation du salaire, la diminution des coûts des objets, etc.
et diminution des prix, et augmentation de la production. Rifat, Est-ce que vous pouvez répéter la parle plus fort. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase? J'ai oublié ce qu'était la dernière phrase. Il faut laisser l'économie libre. Il ne faut pas que l'État intervienne dans l'économie. Quel est le contraire de ce système? On va voir qui connaît déjà quelque chose qui est capable de me dire. Quel est un système où l'État contrôle toute l'économie? Communisme. Et du communisme, on parlera au prochain cours. D'accord? Le communisme va s'opposer au libéralisme. D'accord? Les pays qui ont été communistes, l'État gère toute l'économie. La Chine aujourd'hui, c'est un cas particulier. Non? Et notre société d'aujourd'hui applique le libéralisme économique à 100%? Oui, mais avec ce qu'on pourrait appeler des corrections. Hein? On continuera puis notre réflexion là-dessus. Prochain mot-clé, les conflits sociaux. Par cette expression conflit social, on va définir le conflit entre capital et travail, c'est-à-dire entre les patrons de l'entreprise, ceux qui ont mis le capital, et les ouvriers. D'accord? Et nous avons dit que la dernière fois que la première, non, on va le dire aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'industrialisation a amélioré les conditions de vie de la société. Mais ceci s'est fait aux frais des ouvriers, sur les dos des ouvriers, qui ont beaucoup payé en termes de bas salaires et de cette aliénation. La bourgeoisie au XVIIIe et au XIXe siècle utilise le libéralisme économique, d'accord, cette doctrine que nous venons de définir, d'accord, pour justifier leur attitude. En particulier, pendant longtemps, le travail des ouvriers était considéré une marchandise comme les autres, comme des boulons, par exemple, d'accord, comme des vis, comme du fer, comme matière première, c'est-à-dire assujetti à la loi de l'offre et de la demande. Alors, quand il y avait une grande disponibilité de main-d'œuvre, quand il y avait beaucoup de gens qui étaient au chômage, les patrons pouvaient embaucher des gens à des salaires vraiment minimales, à des salaires ridicules, voilà, à des salaires qui ne permettaient pas aux gens d'avoir une vie digne, de satisfaire d'une façon adéquate à leurs besoins. Et donc, il ne suffisait pas seulement que le père de famille, comme c'était la condition sociale de l'époque, travaille, mais il fallait aussi que les enfants d'un très jeune âge, à 12 ans et même plus jeunes, commencent à travailler. D'accord? Donc, il y a eu une excessive exploitation des ouvriers et ceci a créé un conflit. D'accord, un conflit, disons, tout dans le 19e siècle. Question? Oui, Charlie. C'est quoi le nom du conflit? Conflit social. Le disme. Alors que en 1779, en Angleterre, on a la première des révoltes des ouvriers.
qui est passé à l'histoire sous le nom de lordisme. À l'origine de cette révolte, il y a un personnage légendaire. C'est une légende urbaine. Hein. Peut-être c'est vrai, mais on n'a aucune preuve qu'il a existé pour de vrai. Mais on raconte qu'un tel John Lodd, on va l'écrire John L-U-D-D, il y a différentes façons d'écrire, d'accord, nous on va les dire écrit comme ça, tellement aliéné, tellement frustré de répéter toujours les mêmes gestes, tellement exaspéré par les bruits et ses conditions de travail, un jour, il a perdu les pédales, il a pris un gros marteau et il a commencé à détruire les machines de l'usine où il travaillait. Et les autres ont suivi. Or, si ce personnage-là existait ou non, nous ne savons pas. Mais le lordisme, cette révolte ouvrière, est un fait historique. Des ouvriers se sont révoltés, détruisant, sabotant, d'accord, vandalisant leurs usines. D'accord? Cette révolte-là a été réprimée dans le sang. Les patrons des entreprises ont appelé la police qui a tiré dessus les ouvriers qui protestaient. Et les patrons, de cette façon, ont repris le contrôle. Il y a eu aussi une conséquence politique de cette révolte. Et le Parlement britannique a fait des lois pour interdire l'association des travailleurs. D'accord? Les travailleurs n'avaient plus le droit de se réunir pour revendiquer une amélioration de leurs conditions. D'accord? Chaque employé devait négocier ses conditions de travail, son contrat, personnellement, individuellement, avec le patron. Pourquoi ils sont arrivés à faire une telle loi? Parce que le Parlement britannique, qui prenait, c'était l'époque au XIXe siècle, qui prenait de plus en plus de pouvoir, le pouvoir législatif, était élu par le système censitaire. Or, le système censitaire favorisait une classe sociale. Laquelle? Les bourgeois. Ceux qui payaient un montant de taxes et plus. Donc, c'était les patrons des entreprises, les capitalistes. Cette nouvelle bourgeoisie industrielle était amplement représentée dans le Parlement. Par contre, les ouvriers, les classes populaires et plus humbles n'étaient pas représentés. Et donc, le Parlement va faire une loi à l'avantage des propriétaires des entreprises. Et ça sera l'interdiction des travailleurs de s'associer. Oui. Le gouvernement britannique était un peu corrompu. Plus fort? Le gouvernement britannique était comme un peu corrompu par la classe. Non, je n'utiliserai pas le terme corrompu. Ils étaient déterminés. D'accord? Les seuls à être représentés, c'était les bourgeois. Parce que selon les principes de l'époque, il fallait payer les taxes pour être représenté. Et donc, puisque les ouvriers avaient des salaires très bas, ils n'étaient pas représentés. On verra la suite de cette histoire dans les prochains cours. Les choses vont changer, vont évoluer. D'accord?